Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour l'intérêt pour ce thème qui est un beau thème qui, moi, m'intéresse beaucoup, donc de l'hypersensibilité. Alors, on verra si vraiment on continue à l'appeler comme ça ou si on va l'appeler un petit peu autrement dans le fil de la présentation. Comme il a été dit, l'hypersensibilité, c'est un sujet dont on parle beaucoup. Ce n'était pas le cas forcément il y a une dizaine d'années, mais c'est de plus en plus le cas avec des livres, avec des émissions, avec parfois aussi des vidéos qu'on va trouver sur YouTube ou sur d'autres supports. Et la question, c'est finalement, est-ce qu'il faut qu'on se fie à ce qu'on nous dit sur l'hypersensibilité ? Comment faire le tri entre des informations qui seraient scientifiques et des choses peut-être un peu plus médiatiques ou un peu plus populistes sur l'hypersensibilité. On a parlé beaucoup d'effet Barnum, notamment, c'est-à-dire le fait de se reconnaître dans des caractéristiques un petit peu répandues. On va essayer de faire le point ensemble sur ce sujet, pour que vous puissiez partir aussi avec des repères concernant l'hypersensibilité. Alors, je ne vais pas trop passer de temps là-dessus puisqu'on m'a déjà présenté. Donc, juste compléter sur le fait que je fais aussi des formations à destination des professionnels sur ce thème-là, mais sur d'autres thèmes également. Et que je suis auteure. Ça, vous avez dû voir, les livres sont joliment mis en valeur ici. Merci beaucoup. Donc, de livres sur l'hypersensibilité, sur le haut potentiel aussi, qui est un thème différent, même si parfois on les lit. On en parlera aussi. Et ça, c'est le trajet qu'on va suivre ensemble ce soir. D'abord, on va se demander comment est-ce qu'on pourrait définir l'hypersensibilité. On parlera des manifestations de l'hypersensibilité, ou plutôt mieux appelée, pour moi en tout cas, la haute sensibilité. On se demandera si on peut mesurer la sensibilité. C'est aussi une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut la mesurer? Mais finalement, c'est pas mesurable. On verra que si, on peut la mesurer, avec certaines limites, bien sûr. On parlera des confusions fréquentes, d'une confusion notamment qui est souvent retrouvée dans le grand public. On parlera ensuite de comment faire avec la sensibilité élevée, avec 3 à 4 points. D'abord sur le fait de connaître ses besoins, ensuite sur la question de la construction identitaire avec la sensibilité élevée. On parlera de la sensibilité comme ressource. Et puis, je vous dirai un petit mot, parce que les gens viennent souvent aussi avec des questions parfois sur leurs enfants. Je vous parlerai de sensibilité élevée et de parentalité. Voilà. Vaste programme, j'espère qu'on tiendra dans les temps. D'abord, qu'est-ce que l'hypersensibilité? On va faire une brève petite histoire et définition de la haute sensibilité. Alors, avant de vous parler effectivement de la haute sensibilité en psychologie ou en sciences, alors bien sûr, on parlait de Marcel Proust tout à l'heure. Donc, on n'a pas entendu la science pour se questionner sur la sensibilité. Quand on regarde la littérature, quand on regarde la période romantique, par exemple, on se rend compte que des portraits de personnes sensibles, ça fait longtemps qu'on les voit décrites à travers la littérature. Et ça fait longtemps aussi qu'on se pose la question à la fois des manifestations, on va dire, négatives, mais aussi positives, de la sensibilité, à travers notamment la sensibilité esthétique. Donc ça, c'est quelque chose qui nous est familier dans le cadre de la littérature, sauf que les scientifiques qui étudient la sensibilité élevée ou qui ont commencé à l'étudier, eux, sont pas forcément des littéraires. Donc ce sont des mondes qui ne se sont pas toujours rencontrés. D'où les regards qui parfois ne sont pas les mêmes et les connotations apportées sur la sensibilité. D'ailleurs, le mot hypersensibilité existe. Il existe en médecine d'abord, mais il va désigner quelque chose de très différent. On parlera d'hypersensibilité dentaire, par exemple, pour parler d'une dentine très sensible. On parlera aussi d'hypersensibilité immunitaire, quand on va parler d'allergie, par exemple. Donc là, on a une notion de trop et peut-être déjà une petite connotation pathologique. C'est pour ça que le terme d'hypersensibilité, je trouve qu'il n'est pas neutre. Et donc, comment ça a commencé, on va dire plutôt en science, l'histoire de la sensibilité élevée? Tout d'abord, ça commence dans le monde animal, en éthologie. L'éthologie, c'est la science qui étudie les comportements des animaux. Et en éthologie, on s'est rendu compte qu'il y avait des variations en matière de sensibilité aux stimulations de l'environnement chez les êtres vivants. Si vous avez des chats, des chiens, vous vous êtes rendu compte qu'il pouvait y avoir des différences en sensibilité à ce qui les entoure. C'est pareil pour nous. Et donc, partant de là, donc ça c'est le registre des variations individuelles et ça sert à penser surtout l'adaptation au changement de l'environnement. Ça d'abord, c'est ce qu'on remarque effectivement en éthologie dans le registre de la personnalité animale.
Ensuite, ce sera étendu à la psychologie. En psychologie, on va aussi constater que les êtres humains ont des différences de sensibilité aux variations de l'environnement. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à la sensibilité élevée plutôt comme un facteur de risque. Ce qu'on cherche à savoir, c'est peut-être que la sensibilité pourrait prédisposer au développement de troubles. Ce serait quelque chose qui rendrait plus vulnérable à un développement négatif. Vous voyez, on est loin de la perspective littéraire, dans un premier temps. Donc plutôt, l'idée de comment est-ce qu'on va comprendre que certains individus seraient plus fragiles. J'y reviendrai ensuite. Et donc, c'est ce qu'on appelle la diathèse stress, pour expliquer le développement, parfois, de troubles chez certaines personnes et des différences en termes de vulnérabilité psychologique entre les individus. Voilà. L'idée, si vous voulez, si vous regardez la petite courbe, là, je vais peut-être essayer d'utiliser le pointeur. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Ouais, voilà. C'est que par rapport à un individu qui serait résilient, s'il y a à un moment donné une exposition négative à l'environnement, il n'y a pas beaucoup de changements, alors que quelqu'un qui serait plus vulnérable, donc sous-entendu quelqu'un peut-être qui serait plus sensible, lui, il va être beaucoup plus affecté par un environnement négatif. C'est ça l'idée. Et c'est ce qui expliquerait que certains sont plus vulnérables au développement de troubles. On part de là. Bien sûr, on ne s'arrête pas là. Sinon, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui. Alors, je vais un petit peu vite. Ensuite, il y a des chercheurs qui se sont intéressés aux aspects positifs, en se disant, mais peut-être que finalement la sensibilité, ce n'est pas uniquement un facteur de risque, mais que dans d'autres environnements, ça pourrait être un facteur de développement. Et est-ce que dans un environnement positif, par exemple, comme on est plus sensible aux variations de l'environnement, on ne pourrait pas avoir un meilleur développement que quelqu'un qui, au contraire, serait moins sensible. Ça, c'est la théorie de la sensibilité avantageuse de Michael Plues, notamment, et qui explique là la sensibilité aux expériences et aux environnements positifs. Voilà, il y aurait des différences entre nous dans la capacité à tirer profit de l'environnement pour un meilleur développement. Et ça permet aussi de penser les réponses aux interventions thérapeutiques. Notamment, c'est-à-dire que peut-être que quand ils vont faire une thérapie, les gens qui sont plus sensibles vont peut-être mieux répondre à l'intervention parce qu'ils sont justement plus sensibles aux variations de leur environnement. La thérapie en faisant partie. Donc ça donne pas effectivement le même éclairage. Donc vous voyez ici sur le graphique, voilà, l'idée c'est que si on a une résistance aux environnements positifs, là on va pas développer forcément un bon développement quand on a, ou en tout cas un développement aussi avantageux que si on a une sensibilité élevée, alors qu'au contraire si on a une sensibilité élevée, on va pouvoir se développer davantage. Voilà. Et puis ces deux théories ont fusionné un petit peu ensemble et ça donne ce qu'on appelle la susceptibilité différentielle. Voilà, ça c'est on retrouve Michael Plues et Belsky. L'idée c'est que les différences individuelles dans la sensibilité aux influences de l'environnement, c'est plus compliqué que juste quelque chose de négatif. Il y aurait une balance entre les risques et les bénéfices d'un trait de sensibilité qui serait lié plutôt à la plasticité. Ça rendrait plus plastique, on va dire plus adaptable, et du coup plus vulnérable aussi aux influences négatives, mais aussi, on va dire, on pourrait profiter davantage des influences positives. Donc, facteur de risque dans les environnements toxiques, mais facteur d'épanouissement dans les environnements positifs. D'où le fait qu'on utilise souvent l'orchidée comme métaphore des personnes hautement sensibles. L'orchidée, c'est une plante qui est très délicate, qui nécessite un degré d'hygrométrie et d'exposition à la lumière qui est assez suffisant pour qu'elle puisse fleurir, en tout cas. Et si ces conditions sont réunies, elle donne une floraison qui est magnifique, très généreuse et qui est époustouflante par rapport à d'autres plantes. Ça, c'est une métaphore qui est utilisée souvent de la sensibilité élevée. Bon, il faut bien traiter les gens sensibles, en gros, en résumé, si vous voulez. Et donc, sur le schéma, ça donne simplement cette idée-là que par rapport à quelqu'un qui serait, au contraire, plus fixe, moins sensible, il y aurait moins de variations en fonction des influences négatives ou positives de l'environnement, mais quelqu'un qui est plus malléable, plus sensible, lui, il va être beaucoup plus affecté à la fois par les éléments négatifs et positifs. Ça, c'est la manière, on va dire, moderne dont on voit la sensibilité. Je vous disais haute sensibilité plutôt que hypersensibilité, parce que hypersensibilité, c'est une mauvaise traduction de high sensitivity. Dans le terme anglais, on voit bien qu'on n'a pas cette connotation hyper.
qui est dans la traduction française. Et ça va nous donner un petit peu de fil à retordre en termes de représentation, parce qu'on va être d'emblée, quand on va utiliser le thème hypersensible, souvent dans une connotation un peu pathologique, alors que c'est pas un trouble. C'est une différence individuelle, donc c'est pas une pathologie, c'est pas un trouble, c'est une différence en matière de personnalité, tout simplement. Donc, c'est-à-dire de façon qu'on va avoir, on va dire récurrente, de réagir et de penser ou de voir le monde. Ça, c'est la façon dont on peut définir la sensibilité élevée comme une sensibilité nettement plus élevée que la moyenne. Elle implique une plus grande sensibilité aux stimulations de l'environnement, comme une réactivité émotionnelle plus intense. Voilà. Donc je vous propose cette définition, effectivement, de l'hypersensibilité, mieux nommée haute sensibilité ou sensibilité élevée. Donc comme je vous le disais, c'est une caractéristique de la personnalité. Alors souvent on en fait une boîte, c'est-à-dire c'est assez à la mode, les étiquettes, c'est-à-dire on se dit qu'il y a une catégorie et puis alors il y a un certain nombre de critères et si on remplit tous ces critères, on appartient à la catégorie. On fait ça pour le haut potentiel aussi, c'est très séduisant, sauf qu'en fait ça ne fonctionne pas comme ça la plupart du temps. On est plutôt sur un continuum. Il faut vous dire que la sensibilité environnementale, c'est un continuum, on peut être plus ou moins sensible et la haute sensibilité, ça va concerner l'extrême de ce continuum, voilà, l'extrême vers la droite. C'est une différence individuelle qui est assez répandue. On dit en général plutôt 15 à 20% de la population. Alors, je souligne 15 à 20%, c'est les chiffres qu'on va retrouver en général chez une des pionnières de la haute sensibilité, qui est Hélène Aron, qui est une chercheuse et une clinicienne anglo-saxonne, américaine. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de consensus chez les chercheurs de pourcentage concernés. On va retrouver des fois des chiffres plus élevés, comme 30%, avec l'idée qu'il y aurait 3 groupes. Alors ça peut ressortir de certaines recherches, avec des analyses, effectivement, qui permettent de faire des groupes. Moi, je suis pas pour le fait qu'on étende trop la proportion de personnes très sensibles ou hypersensibles, parce que je trouve que ça n'a plus de sens. Si c'est répandu, si ça concerne tout le monde, alors, il n'y a pas vraiment de différence finalement entre un fonctionnement, on va dire, qui serait dans la norme et un fonctionnement de personnalité qui serait lié à la sensibilité élevée. Donc il faut quand même que ça reste assez rare pour que les personnes puissent expérimenter un sentiment un petit peu de décalage par rapport à la norme ou par rapport à d'autres personnes. Voilà, sinon on ne parle pas de haute sensibilité. Donc ça me paraît important de garder ça à l'esprit. Donc c'est un domaine de recherche qui commence à peu près dans les années 90, c'est très récent pour un domaine de recherche. Ça veut dire qu'on est toujours en train de découvrir des choses sur la sensibilité élevée. Il y a de plus en plus d'articles qui paraissent. Souvent on dit que ce n'est pas un domaine scientifique, c'est faux. Ça intéresse aussi beaucoup les scientifiques. Et il y a de plus en plus de publications dessus. Mais on est vraiment encore au balbutiement sur cette question-là. Et du coup, on va dire que la médiatisation du thème est peut-être un petit peu en avance sur les résultats qu'on va avoir au niveau scientifique à se mettre sous la dent. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Si c'est une dimension de la personnalité, c'est que, comme la plupart des dimensions de la personnalité, il y a une interaction entre l'inné, c'est-à-dire entre ce dont on hérite au niveau génétique, et l'acquis. Souvent, on dit que la personnalité, c'est environ 40% héritable et le reste, c'est des influences de l'environnement, en gros. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des deux, à la fois de l'héritage génétique et en même temps des variations de l'environnement, pour qu'on développe un trait de personnalité quel qu'il soit aussi. Et puis la sensibilité élevée, c'est un concept qui est cohérent, mais qui a plusieurs facettes. On en parlera ensuite, quand on verra les façons de le mesurer. Bon, ce que vous voulez tous savoir, c'est si vous êtes hypersensible, j'imagine, dans la salle, à peu près, c'est souvent la question. Donc c'est là maintenant que vous allez avoir la réponse. Super. Je sens que la tension monte. Donc qu'est-ce que c'est, du coup, avoir une sensibilité élevée ? Comment ça se manifeste ? Alors, tout d'abord, ce qu'on va repérer chez les personnes, alors c'est en général. Bien sûr, comme je vous ai dit, il y a plusieurs dimensions. Ça veut dire que les gens ne sont pas forcément concernés par tout. Voilà, tous les points, puisqu'on n'est pas dans un registre de catégoriel, mais plutôt dimensionnel. Alors tout d'abord, ce que les gens rapportent, c'est une sensibilité sensorielle plus importante. Alors c'est pas une sensibilité au sens où ils auraient vraiment une ouïe plus développée ou une supervision, vous voyez ce que je veux dire. C'est plutôt qu'ils vont être beaucoup plus sensibles aux légères variations de leur environnement.
Voilà, c'est plutôt une attention portée aux variations de l'environnement dans le domaine sensoriel. Et donc ça va concerner souvent les différents sens, même si on peut être plus attentif ou plus gêné par une modalité sensorielle que par une autre. Donc c'est des gens qui vont dire qu'ils sont plus sensibles au moindre bruit, que les lumières, par exemple, intenses vont déranger, qui vont être particulièrement sensibles aux odeurs, par exemple. Souvent, le seuil de tolérance est plus bas, c'est-à-dire que face à l'intensité, les personnes vont être beaucoup plus facilement dérangées par des stimulations intenses que d'autres personnes, pour qui la stimulation va paraître normale, qui ne va pas être forcément gênée par la même stimulation. Alors bien sûr, les exemples, c'est par exemple le son au cinéma. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça va toujours beaucoup trop fort, si vous êtes sensible. Il y en a peut-être qui mettent des boules caisses ou des casques quand ils y vont, ou dans d'autres situations. Il y a plein de moments de la vie quotidienne. Je vous invite à vous balader avec, vous savez, sur les téléphones, vous avez des applications comme ça, vous pouvez mesurer le nombre de décibels, et vous verrez effectivement l'exposition sonore qu'on a tout au long de la journée. Prenez le métro. C'est terrible aussi au niveau des bruits. Et donc ça va ponctuer la vie, le quotidien de toutes les personnes sensibles. Alors ça, c'est vrai si c'est quelque chose qui a toujours été là, bien sûr. J'y reviendrai après sur les différences, mais la sensibilité, elle peut être influencée également par des troubles. On est plus sensible quand on est déprimé, par exemple, mais c'est d'apparition récente, c'est lié à la dépression. Alors, puis il y a une attention aux signaux du corps qui est un peu plus importante. Des fois, ils sont vus un peu comme étant hypocondriaques, ils vont repérer la moindre chose. Bon, typiquement, la maman sensible, c'est celle qui va repérer le moindre inconfort chez son enfant, par exemple, et qui est très empathique, qui va repérer le moindre signal, et à qui le médecin va dire « Mais non, il n'y a rien, madame, vous vous faites des idées », puis qui va revenir 2 jours plus tard parce que son gamin a 42 fièvres. Ça, c'est le cas classique, on va dire, que les gens racontent effectivement très souvent, avec cette faculté de détecter du coup des signaux assez faibles, qui parfois ne sont pas encore détectés par les autres. Alors, c'est aussi la sensibilité émotionnelle. Alors des fois on me dit mais en fait ça n'a rien à voir. Alors on peut les mesurer séparément effectivement, mais à partir du moment où on parle de sensibilité environnementale, on est une espèce sociale. Donc on va être sensible également à ce qui va concerner les stimulations sociales et parmi elles les émotions et les émotions de nos congénères. Donc ça va faire partie des stimulations de notre environnement au sens large. Et souvent dans la sensibilité émotionnelle, et ça c'est important de le dire, c'est que c'est pas juste une sensibilité aux émotions négatives. Si vous êtes juste sensible aux émotions négatives et que ça dure depuis pas très longtemps, on va plutôt mettre ça sur le registre de la dépression, d'une dépressivité ou d'une dépression. Si par contre votre sensibilité elle est généralisée à toute la gamme des émotions et que c'est quelque chose d'assez ancien, que vous vivez depuis que vous êtes petit par exemple, là en revanche on va être beaucoup plus dans le portrait de la sensibilité élevée qui se fait sur toute la gamme des émotions. C'est vraiment une perception accrue, une sensibilité accrue à toutes les émotions quelles qu'elles soient. Et ça, c'est important de le dire parce que souvent, les personnes sensibles, elles retiennent qu'elles ne sont sensibles, ou on ne retient qu'elles ne sont sensibles qu'aux émotions négatives. C'est faux. Elles sont aussi très sensibles aux émotions positives. D'ailleurs, quand elles pleurent devant un film, c'est plus souvent de joie lors du happy end que de tristesse. Très souvent. Alors que ça rend, les autres sont assez imperméables, finalement. Donc ça, c'est aussi assez typique. Alors l'empathie va être souvent plus développée aussi chez les personnes sensibles, c'est-à-dire la capacité à ressentir les émotions de l'autre en miroir, avec des phénomènes parfois de contagion émotionnelle assez importants. La finesse relationnelle aussi qu'on va retrouver si la personne n'est pas débordée ou n'est pas dérangée par un trouble, c'est-à-dire cette capacité à repérer même les émotions dissimulées d'autrui, la contradiction entre ce que quelqu'un vous dit de manière manifeste et en fait les signes émotionnels subtils qui viennent vous dire qu'il n'est pas en cohérence avec ça. Ça, c'est des choses qui sont souvent remarquées par les personnes sensibles et qui peuvent les perturber. Parce que c'est pas toujours évident de voir finalement au-delà des masques, là où d'autres vont pas trop faire attention. Alors, ce sont des personnes qui sont particulièrement sensibles à l'ambiance d'une pièce et aussi à l'hostilité. C'est-à-dire quand ils vont sentir une sorte d'hostilité ou d'agressivité chez l'autre, même si elle n'est pas manifeste, ils vont être particulièrement dérangés par ces éléments-là et avoir une très faible tolérance à l'hostilité. Alors là, je sens qu'il y a des gens qui se reconnaissent, évidemment.
Et puis, on disait sensibilité, plus forte sensibilité, plus forte réactivité aussi. Donc ça, ce qui est beaucoup plus rapporté et ce qui embête beaucoup souvent l'entourage, bien sûr, c'est des phénomènes de surréaction, c'est-à-dire l'impression que par rapport à ce qu'il a déclenché, la réaction émotionnelle peut paraître disproportionnée. Voilà, là je sens qu'il y en a à qui ça rappelle des choses. Voilà, c'est mais t'es trop sensible, t'en fais trop, tu exagères. Alors ça, c'est... En général, c'est typique. Ouais, j'en vois qui acquiescent, effectivement. Ça, ouais. Alors, il y a des phénomènes de saturation aussi, c'est-à-dire qu'au niveau sensoriel, quand il y a trop de stimulation, ou même au niveau émotionnel, il peut y avoir des moments où la personne se sent complètement saturée, et là, les récepteurs sont pleins, et il n'y a plus de disponibilité pour autre chose. Et dans ces moments-là, il va y avoir des besoins de retrait, souvent, pour recharger les batteries. Les personnes sensibles ont souvent besoin de s'isoler pour pouvoir faire baisser le niveau de stimulation. Et pour retrouver un certain calme intérieur, ça va vraiment faire partie d'une hygiène de vie aussi à trouver, de pouvoir alterner des moments à la fois d'exposition et en même temps des moments de repos, parce qu'il y a besoin de faire descendre le niveau de stimulation. Et puis la fatigabilité, quand on passe une grande partie de son temps à gérer des stimulations qu'on perçoit plus fortement, évidemment on est plus fatigué puisque ça demande davantage d'énergie, d'où les petits enfants sensibles qui rentrent, alors ils sont tous fatigués quand ils rentrent de l'école, mais encore plus un enfant sensible qui aura tenu parce qu'il a supporté le bruit de toute une classe, la cantine, et qu'il est épuisé à la fin de la journée, d'un point de vue sensoriel et émotionnel. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte, une plus grande fatigabilité en raison de la gestion des stimulations, qui est plus coûteuse. Mais il ne faudrait pas se dire que toutes les personnes sensibles sont des volcans qui explosent en permanence. La plupart même ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que finalement, au cours de la vie, vous apprenez à gérer plus ou moins bien, avec les techniques que vous avez, vos émotions, votre réactivité émotionnelle. Et donc, ça va donner différents portraits. Et il y a des personnes qui vont avoir tendance à exploser, effectivement, beaucoup plus. Et puis, il y en a qui vont avoir tendance à éviter les stimulations trop intenses, à éviter les conflits, à éviter tout ce qui pourrait être trop important. Et donc, ces gens-là, ils explosent rarement, finalement, parce qu'on ne les voit pas exploser. Ils ne sont plus là quand il s'agit d'exploser, en général. Donc ça, c'est des profils qu'on va rencontrer, évitement de l'intensité. Ceux qui affrontent ont tendance à beaucoup plus exploser plus souvent, puisqu'ils s'exposent plus, justement, à une saturation ou à une surstimulation. Mais vous avez aussi des pros du contrôle, parce que la sensibilité étant finalement une caractéristique qui n'est pas très valorisée d'un point de vue social. Les gens sensibles, ils entendent plein de choses très sympathiques durant leur enfance, leur adolescence et ensuite. Mais ils ont fini par se dire que c'était peut-être pas très désirable de le montrer à l'autre. Donc, ils vont avoir de grosses, parfois, capacités de contrôle qu'ils vont développer et faire des gros efforts pour contrôler, effectivement, la réactivité émotionnelle. Et donc, ça ne va pas se voir. Ou peut-être que les gens très proches vont le savoir, mais que de prime abord, ça ne se voit pas trop qu'ils sont sensibles parce qu'ils vont être tout le temps dans le contrôle. Donc ça, ces profils-là existent, bien sûr. Donc il n'y a pas que des profils qui explosent. Il y a aussi des profils qui contiennent énormément. Et puis enfin, vous en avez qui, au contraire, eux, sont devenus un peu addicts à la sensation parce que justement, ils perçoivent plus fort, ils sentent plus fort, donc ils aiment aller rechercher l'intensité dans certains domaines qu'ils vont apprécier. Et on va avoir des chercheurs de sensations qui sont pourtant très sensibles quand ils vont surfer sur la vague. Et puis vous en avez aussi qui ont assez vite compris que la finesse, que le fait de percevoir des choses que les autres ne voient pas, finalement ça pouvait être un avantage dans plein de domaines de la vie, mais aussi dans plein de métiers. Et eux, ils vont plutôt utiliser la sensibilité. Mes collègues psychologues, ils utilisent la sensibilité dans leur métier. C'est-à-dire, ils font de l'empathie et de la capacité à percevoir finement les choses, même s'ils le travaillent au cours de leur vie, une compétence professionnelle. Ça peut être le cas dans d'autres domaines, dans des domaines notamment où la relation est centrale. Ça va être des beaux lieux pour utiliser la sensibilité, mais également quand il y a besoin de sensibilité esthétique. Donc, dites-vous que les profils chez les personnes sensibles, en fait, ils peuvent être très variés. L'important, c'est le cœur, c'est la sensibilité plus élevée et la réaction émotionnelle plus intense, mais qui peut être dissimulée, effectivement. D'où le fait qu'on comprend qu'on s'éloigne d'un trouble, finalement. On est sur une caractéristique de la personnalité. Voilà, tous les gens sensibles ne sont pas le portrait, ne sont pas tous en train de pleurer tout le temps, tout le temps triste ou tout le temps anxieux. Ce n'est pas le portrait de toutes les personnes sensibles.
Alors, est-ce qu'on peut la mesurer, la sensibilité ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Souvent, on entend, c'est pas mesurable, c'est pas objectif, on se reconnaît dans des portraits, mais en fait, finalement, on pourrait tous se croire hypersensibles. Alors, tant qu'on en reste à des descriptions, oui, on pourrait tous se sentir concernés par la sensibilité, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une dimension, donc on peut être plus ou moins sensible, et qu'il n'y a pas de personnes qui n'ont pas de sensibilité. C'est-à-dire la sensibilité, elle peut être plus ou moins présente. Et bien sûr, ça peut arriver dans certains troubles, mais en général, on est plus ou moins sensible. La question, c'est à quel degré est-ce qu'on est sensible, et est-ce que finalement, le degré auquel on est sensible va pouvoir nous permettre de parler de haute sensibilité ou pas. Alors, il existe plusieurs questionnaires. Un des plus connus, c'est celui d'Hélène Aron, le HSPS, qui a des avantages, mais aussi, on va dire, qui peut être critiqué sur certains points. Et ce qu'on a fait, c'est que on a développé avec Nicolas Gauvry un questionnaire de sensibilité. Alors c'est le scoop, il vient tout juste d'être validé. La publication vient d'être soumise. Effectivement, on attend les retours pour l'instant sur la publication. Donc il a été validé sur 2 échantillons, un peu plus de 1200 personnes et l'autre 31 000 personnes. Donc vraiment des gros échantillons effectivement de population. Et on l'a validé avec l'aide notamment de Cerveau et Psycho, qui a fait un appel et qui a permis une très large participation pour la validation du questionnaire. Et donc là, je vous le présente. Ça s'appelle le CAS, Klober Adult Sensitivity Scale. Vous avez 29 questions avec ce qu'on appelle une échelle Likert en 5 points, c'est-à-dire que vous pouvez donner l'intensité. Pas du tout, plutôt pas, ni oui ni non, plutôt tout à fait. Donc, ces différentes affirmations, il faut indiquer à quel point vous avez le sentiment que ces phrases décrivent votre comportement habituel ou votre personnalité. Donc, c'est important. On parle vraiment d'une façon, on va dire, assez constante de se comporter et d'interagir. Donc, vous avez plusieurs affirmations sur les odeurs, sur les lumières, sur est-ce qu'on est facilement ému, est-ce qu'on est particulièrement sensible aux ambiances. Est-ce qu'on perçoit le moindre changement dans l'environnement ? Est-ce qu'on supporte bien le brouhaha des lieux bondés ? Ça, c'est ce qu'on appelle un item inverse. C'est pour faire attention aux gens qui auraient tendance à mettre oui tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il faut le coter de façon inverse. C'est-à-dire que ceux qui supportent bien le brouhaha des lieux bondés, a priori, ne sont pas très sensibles. Voilà. Des descriptions par autrui. On dit de vous que vous êtes quelqu'un de sensible aussi. Voilà. Donc, c'est effectivement plusieurs questions sur le questionnaire qui vont aborder ces différents éléments relatifs à la sensibilité. Ah ben là, ça n'apparaît pas. Ça alors. Bon, écoutez, il va falloir imaginer, donc je vais compter sur votre imagination. Là, vous avez normalement un graphique qui vous parle de la distribution de la sensibilité selon le sexe. En fait, il se trouve que, comme beaucoup de traits de la personnalité, où il y a en fait des résultats qui sont différents chez les femmes et chez les hommes. À votre avis, qui est-ce qui est plus sensible en moyenne ? Oui, effectivement. Donc, en général, les moyennes de sensibilité sont plus élevées chez les femmes. C'est valable pour d'autres traits de personnalité. Parfois, c'est en faveur des hommes, parfois, c'est en faveur des femmes qui sont plus élevées. Donc, il y a quand même une nette différence entre les deux. Mais même chez les hommes, on a une distribution aussi continue. Alors, les causes, elles peuvent être diverses. Ça, on ne les connaît pas. Ça peut être à la fois des causes, peut-être que biologiquement, effectivement, les femmes, avec la maternité, d'autres éléments, on a sélectionné la sensibilité, c'est le fait qu'elles soient plus sensibles, plus empathiques. Ça peut être une hypothèse, on n'a pas de réponse. Ça peut être aussi, on va dire, plutôt sociologique, c'est-à-dire l'idée que finalement, comme la sensibilité est un petit peu mieux acceptée comme une caractéristique féminine, les femmes vont s'autoriser davantage à se décrire comme sensibles, alors que les hommes moins. C'est plus difficile d'être un homme sensible et de l'assumer que d'être une femme sensible, et d'en parler, même si ça peut être dévalorisé. Les hommes et les garçons sensibles, ils vivent des trajets des fois pas faciles, dans l'enfance et dans l'adolescence, pour arriver à assumer et à valoriser cette caractéristique de leur personnalité. Bon, donc vous l'imaginez, en gros, il y avait un beau diagramme rose d'un côté et bleu de l'autre. Ça peut être aussi un mélange des deux explications. On n'a pas de réponse pour l'instant, mais en tout cas, il y a une différence, qui est le cas dans beaucoup de domaines de traits de personnalité, finalement.
Ah, je suis rassurée, le reste fonctionne quand même. Donc ça, c'est un petit peu technique, mais c'est les facteurs qu'on obtient quand on travaille sur le questionnaire. Les facteurs, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question des composantes un peu de la sensibilité. Et donc on a fait ce qu'on appelle des analyses factorielles. Hein. C'est des choses qu'aiment beaucoup les gens qui aiment les mathématiques complexes. C'est pas tout à fait mon rayon, mais heureusement il y a quelqu'un de très bien, Nicolas Gauvry, qui s'occupe des analyses statistiques sur le questionnaire. Et ça permet, si vous voulez, de voir si les questions se divisent si vous voulez, en groupes, en domaines, voilà, qui sont cohérents, spontanément. Ce qui voudrait dire que du coup, ces questions sont liées entre elles. Et donc, on obtient ça. On obtient en fait 4 facteurs, donc 4 grands domaines de la sensibilité environnementale. Le premier, c'est ce qu'on a appelé l'émotionnalité. Ce serait la sensibilité, la réactivité émotionnelle. Alors, ça va comprendre la nature de la vie émotionnelle, la sensibilité, l'intensité dans le domaine aussi de la relation, l'empathie, l'intérêt pour autrui. Voilà, ça va faire partie effectivement d'un grand domaine, d'un grand paquet qu'on va appeler l'émotionnalité. Ensuite, vous avez overload, la saturation. C'est la tendance à être débordé par des stimulations intenses, notamment d'ordre sensoriel, avec le besoin de retrait qui est associé pour faire baisser le niveau de stimulation. Vous avez la sensibilité esthétique, qui ressort aussi dans le questionnaire de Lena Ronde, le HSPS. Ça, c'est la sensibilité à l'art et à la beauté. C'est le côté artiste, esthète des personnes sensibles. Et puis enfin, vous avez un dernier facteur qui, lui, est plus original par rapport à d'autres questionnaires, qui est ce qu'on appelle la subtilité ou finesse. Ça, c'est la détection des stimulations subtiles, que ce soit d'ordre sensoriel ou des émotions dissimulées d'autrui, par exemple. Voilà, ça c'est pour les composantes donc, de la sensibilité environnementale telles qu'on les trouve quand on fait des recherches avec ce questionnaire-là. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des confusions qu'on fait fréquemment avec la sensibilité élevée et qu'on va trouver notamment dans les médias, dans les livres grand public, souvent. Et notamment une confusion fréquente avec le haut potentiel intellectuel. Vous avez dû en entendre parler, c'est un sujet qui est très à la mode aussi, le HPI, avec les séries, avec les émissions, avec de plus en plus d'articles de journaux, où d'abord il y avait différentes vagues sur le HPI. D'abord, dans les journaux, on vous disait « Oh là là, c'est terrible d'être à haut potentiel, les gens souffrent quand ils sont à haut potentiel. » Et puis maintenant, on vous dit le haut potentiel, ça n'existe pas. C'est très bizarre, c'est très sensationnel dans les deux cas. Bon, la vérité n'est bien sûr pas tout à fait là, elle est ailleurs. Donc ça existe, le haut potentiel intellectuel, mais c'est un petit peu trop vendu, si vous voulez, actuellement. Du coup, ça donne lieu à beaucoup de confusion. Et une des confusions fréquentes qui est faite au sujet du haut potentiel, c'est avec l'hypersensibilité. On a la représentation, vous l'avez peut-être d'ailleurs, parce que c'est une représentation commune, même des praticiens peuvent voir ces représentations, que toutes les personnes à haut potentiel seraient hypersensibles et que c'est comme ça qu'on les reconnaît. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, 15 à 20% de la population présente une haute sensibilité. Le haut potentiel intellectuel, ça concerne 2,3% de la population. C'est une différence qui est beaucoup plus rare. Ça veut dire que la plupart des personnes très sensibles ne sont pas à haut potentiel. Voilà. Même s'il y en a qui peuvent l'être aussi. Ce sont deux choses qui se cumulent. Et parmi les personnes à haut potentiel intellectuel, en fait, toutes ne sont pas hypersensibles. Alors ça vient du fait que nous, dans nos cabinets, en France, on ne détecte pas de façon systématique le haut potentiel, comme c'est le cas par exemple dans le monde anglo-saxon, où c'est un peu plus répandu, un peu plus facile, ou en Israël, par exemple, où là, par exemple, c'est systématique. Tous les enfants passent des tests de QI. Eh bien, en France, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui va vous amener à passer un test de QI ? La plupart du temps, c'est quand un enfant ou un adulte peut éprouver des difficultés ou se questionner. Alors, c'est un peu moins le cas maintenant, parce que comme de plus en plus d'informations passent, vous pouvez avoir aussi des enfants ou des adultes qui vont être assez bien informés sur le sujet et se reconnaître en lien avec les caractéristiques cognitives, c'est-à-dire liées à l'intelligence. Mais souvent, quand un enfant atterrit dans notre cabinet, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc, on a déjà une représentation biaisée parce que la plupart des enfants qu'on a identifiés étaient des enfants consultants. Donc des enfants qui venaient parce qu'il y avait un problème à l'école ou parce qu'il y avait un problème dans le cadre de la famille. Ce qui fait que les enfants qui ne posaient pas de problème, les petits premiers de classe là qui roulaient très bien, en général, on les identifiait pas, mais ces enfants-là sont souvent à haut potentiel, effectivement. Donc on a longtemps eu une représentation un peu biaisée du haut potentiel qui était basée sur une population qui consulte, essentiellement. Et comme les gens qui consultent les psychologues en général sont des gens qui vont pouvoir
rencontrer des difficultés. Comme je vous disais, c'est un petit peu moins le cas maintenant, que le thème est plus médiatique. Les gens vont s'interroger, même en dehors d'un trouble ou d'un problème. Et donc, ça va un petit peu changer les représentations. Et la sensibilité élevée, en fait, c'est un motif qui est assez fréquent de consultation, que ce soit en lien avec la sensibilité elle-même ou parce que les gens identifient plutôt un trouble, en fait, finalement, et pensent que c'est en lien avec la sensibilité. Donc, ce sont deux différences distinctes, une du côté de l'intelligence, l'autre du côté de la personnalité, mais qui peuvent s'assembler, et c'est souvent le cas dans les gens que nous, on reçoit en consultation, mais en population générale, c'est pas forcément le cas. C'est ça qu'il faut reconnaître. Donc, c'est pas un signe d'appel ou d'identification. Et puis, vous avez des remarques de certaines cliniciennes et chercheuses qui expliquent pourquoi on peut avoir l'impression que les personnes à haut potentiel sont plus sensibles, mais que ce ne serait pas forcément une sensibilité qui est la même que la haute sensibilité dont on parlait tout à l'heure. Par exemple, quand une personne à haut potentiel, qui a donc des facultés cognitives très élevées, qui peut avoir donc une grande mémoire et une grande faculté à mettre en lien et à analyser les choses, peut rencontrer un problème ou une interaction, quelque chose d'un petit peu compliqué dans sa vie. Elle peut plus facilement mettre en lien ces différents éléments avec des choses de son passé et d'autres épisodes qui peuvent ressembler. Et ça peut amplifier en fait la réaction émotionnelle initiale, qui forcément n'est peut-être pas très élevée au départ, mais qui va être amplifiée, si vous voulez, par le traitement cognitif qui est donné de l'information. D'une certaine façon, c'est comme si il y allait avoir un amplificateur émotionnel, parce que la personne va faire des liens, énormément en lien avec d'autres épisodes, et que du coup, ça va faire en sorte qu'elle va confirmer en fait son émotion et l'amplifier. Voilà. Et c'est pas tout à fait la même chose que la haute sensibilité. On peut cumuler les deux, bien sûr, mais c'est important de se dire que en fait, ils sont pas liés l'un à l'autre. Alors, avant de parler des besoins, je vous avais parlé effectivement de la dépression. Je répète, la différence entre une personne qui a une haute sensibilité et une personne qui est déprimée, alors on peut aussi avoir une haute sensibilité et être déprimé, bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre, c'est que dans la haute sensibilité, c'est un trait qui est constant, un trait qui est lié à la personnalité, qui est là depuis longtemps et qui est généralisé à l'ensemble de la sphère émotionnelle. Dans le cas de la dépression, ça va concerner essentiellement les émotions négatives. Il va y avoir plus une susceptibilité qui va être orientée vers des caractéristiques plus négatives. Et puis souvent, c'est d'apparition récente, c'est-à-dire c'est lié à la dépression. Et souvent, la sensibilité, on va dire, retrouve son niveau initial quand la personne n'est plus déprimée. Je vous le dis parce qu'on a beaucoup de gens déprimés qui viennent en consultation en nous disant « je pense que je suis hypersensible ». Effectivement, une des premières choses à trier un petit peu, c'est de voir si on propose plutôt une prise en charge de la dépression ou si on s'axe sur la sensibilité élevée, même si on peut être les deux aussi, bien sûr. Alors, la première des choses à faire, on va dire à prendre conscience, surtout quand on est très sensible, parce que là vous vous demandez, oui, moi je sais maintenant que je suis sensible, plus sensible que les autres, mais comment je fais avec ? C'est bien de le savoir, mais comment on va pouvoir cheminer avec la sensibilité élevée ? Eh bien, la première chose, c'est déjà de mieux se connaître et surtout de mieux connaître ses besoins. Parce que finalement, quand on est sensible, on va entendre beaucoup de choses au sujet de la sensibilité et on va avoir tendance parfois aussi à se dire oui, mais comme les autres me disent souvent que j'exagère, quand ils me disent que je suis trop sensible, comme ils me disent que je réagis trop ou que je ne prends pas assez sur moi, je vais peut-être essayer de me forcer à faire des choses comme les autres, pour me prouver que je peux le faire. Et donc, je vais peut-être m'exposer beaucoup plus souvent, finalement, à vivre des moments d'inconfort, à vivre des moments de saturation, alors que peut-être j'aurais pas besoin. J'ai peut-être pas besoin d'aller voir ce film d'horreur au cinéma, même si les autres ont envie d'y aller. Vous voyez, il y a d'autres choses qu'on peut pas éviter, mais il y a certaines choses dans la vie qu'on va s'imposer par volonté de faire comme tout le monde ou de pas faire, de pas faire les embêtants, et qui vont pas nous convenir. Alors, la question qu'on peut se poser déjà aussi, c'est est-ce qu'il faut qu'on traite l'hypersensibilité ? Voilà. Je vous l'ai dit, la sensibilité élevée, c'est pas un trouble. Alors, est-ce qu'il faut la soigner ? Est-ce qu'il faut amener toutes les personnes sensibles dans les cabinets de psychologues pour qu'elles suivent une thérapie ? Alors, c'est très bien pour tout le monde de suivre une thérapie, c'est pas le problème, sensible ou pas. Je pense que ça amène à plein de découvertes sur soi et c'est souvent aussi profitable pour notre entourage. Mais en soi, la sensibilité n'étant pas un trouble, mais une variation individuelle, c'est pas forcément nécessaire de la traiter.
hein. C'est-à-dire qu'elle peut être très bien vécue, même si c'est un facteur de risque pour certains troubles. On sait que ça va rendre plus vulnérable dans certains environnements toxiques. Et les indications d'accompagnement, ça va être plutôt si la sensibilité est vécue de façon douloureuse, s'il y a une image de soi qui est plutôt basse, qui est mauvaise, une mauvaise estime de soi, s'il y a des vécus traumatiques autour de la sensibilité, par exemple des problématiques de harcèlement ou de dévalorisation fréquente, si le rapport aux autres est difficile, des tas d'indications comme on pourrait retrouver dans d'autres domaines, qui dénotent plutôt une souffrance en lien avec la sensibilité, mais il n'est pas forcément nécessaire de traiter toutes les personnes sensibles. Voilà. Et puis, ce sont de bons candidats à la psychothérapie, en général, puisqu'on parlait tout à l'heure de variations aux environnements positifs ou aux interventions thérapeutiques. Les patients sensibles, ce sont souvent des patients qui évoluent beaucoup plus vite en thérapie, qui sont plus réceptifs à l'approche thérapeutique. Donc, s'ils en ont besoin, c'est une bonne démarche d'aller voir un thérapeute. Ce sont des approches qui peuvent être très profitables. Moi, ce que j'aime bien donner souvent comme petit visuel, c'est ça. Alors ça, c'est fabrication maison, c'est pas un outil scientifique, c'est un petit outil que moi j'utilise en cabinet et qui aide à comprendre que finalement, on a tous une zone de stimulation, un niveau de stimulation qui va être bon pour nous, qui va être optimal. C'est-à-dire un niveau de stimulation où ça va pas être trop pauvre, on va pas être trop sous cloche, et en même temps, on va pas non plus être hyper stimulé. Et ce niveau de stimulation, c'est bien de pouvoir le trouver finalement et d'arriver à le maintenir. Alors, c'est pas un niveau fixe. Il peut évidemment varier en fonction des moments de la journée, en fonction des périodes de notre vie, en fonction de notre degré de fatigue aussi. Donc, c'est plutôt une zone, voilà, un espace plus ou moins large, mais d'essayer de pouvoir se maintenir dans cette zone-là, le plus possible en tout cas. Et ça va être valable à la fois pour comprendre à quel niveau d'intensité on va réagir, mais aussi peut-être à quel nombre de stimulations à partir de quel nombre on va réagir, être plus sensible. Donc ça, c'est très important, à la fois pour tenir compte du risque d'hyperstimulation, mais aussi pour prévenir la fatigue émotionnelle, pour prévenir l'épuisement. Aussi, alors c'est important d'identifier les effets de contagion, c'est-à-dire que les émotions qui sont ressenties par les personnes sensibles, ou par toute autre personne, mais encore plus pour les gens sensibles, ne sont pas toujours les nôtres. Il y a des phénomènes, on parle souvent d'éponge émotionnelle, mais des phénomènes de contagion finalement, et les personnes sensibles vont vivre aussi en écho les émotions des autres. Et ça aussi, c'est important de l'identifier et d'en être conscient pour pouvoir se dire finalement ça c'est pas mon émotion mais c'est celle de l'autre et qu'est-ce que je peux en faire. Je vous parlais du fait de bien se connaître. Bien se connaître pourquoi ? Pour pouvoir poser des limites finalement, des limites. Peut-être vous pouvez réfléchir un petit peu dans ces limites à certaines choses que vous vous imposez et que peut-être dont vous pourriez vous dispenser. Voilà. Et ça peut faire partie d'engagement de respect envers soi-même déjà, de poser ces limites-là, d'accepter qu'on ait des besoins qui puissent être un petit peu différents des autres et que c'est pas mal, mais que c'est important de les connaître pour être plus à l'écoute de soi. Alors, ce que je dis souvent aussi, c'est que la sensibilité élevée, c'est pas une excuse, c'est pas une excuse à tout, c'est pas quelque chose qu'on va dire à son partenaire pour dire, pour ne pas s'engager, on va dire, ou pour ne pas être responsable de certaines choses qui se passent. C'est pas un laisser-passer pour tout, parce que parfois les gens l'utilisent un peu comme une étiquette. Donc, ça doit pas servir à ça, mais ça doit servir par contre quand même à affirmer son droit à être sensible dans les relations et à être respecté pour ça. Voilà, donc il y a souvent une phase un peu d'affirmation de soi qui est liée à la sensibilité et qui permet d'aménager son environnement. C'est très important, on l'a vu, la sensibilité à l'environnement. Aménager son environnement, ça commence aussi par ne plus s'imposer certaines choses ou par poser des limites. Le deuxième point important, et ça j'ai envie de dire c'est peut-être le plus important que moi je vais travailler en thérapie, parce qu'autant la question de la connaissance des besoins, vous avez certaines personnes sensibles effectivement qui les connaissent assez mal, d'autres qui les connaissent assez bien. La construction de soi, c'est quelque chose qui va concerner, j'ai envie de dire, presque toutes les personnes sensibles. Il va y avoir un point de vigilance sur le rôle de la sensibilité élevée dans l'histoire de vie.
Pourquoi, comme je vous le disais, parce que le regard social, il n'est pas neutre sur la sensibilité, et bien souvent, à un moment que vous avez eu la chance de grandir entre des parents musiciens ou artistes, voilà, ou qui exploitent la sensibilité d'une manière ou d'une autre, qui sont très attentifs par exemple aux besoins émotionnels, eh ben, la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça s'est passé tout à fait chez vous. Et l'accueil de votre sensibilité, il a peut-être été un petit peu plus chaotique et moins valorisant que dans une famille où on a l'habitude d'utiliser et d'exprimer la sensibilité. Ça veut dire que ce regard-là, à la fois dans la famille, mais aussi plus tard à l'école, en lien avec les professeurs et avec les camarades de classe, il va pas être toujours valorisant. Ça va être t'es sensible, t'es faible, tu réagis pour un rien, arrête de pleurer, tu nous fais honte. Toutes ces choses-là qu'on peut entendre effectivement de la part de l'entourage. Ça peut être aussi ces parents qui trouvent que ce petit garçon n'est pas assez endurci et qui vont l'inscrire à un cours de boxe ou de judo parce qu'il faut qu'il apprenne à être moins sensible, ce qui veut donner alors ça peut être très bien des fois, mais des fois ça peut être traumatique aussi. Donc ça c'est des éléments qu'on va pouvoir rencontrer dans l'histoire des personnes, effectivement avec une construction d'image de soi, souvent en creux, c'est-à-dire où on a renvoyé tous les manques liés à la sensibilité, mais pas forcément les éléments positifs. Pourquoi ? Parce que souvent ils ne sont pas vus ou pas forcément explorés. Alors, ça c'est important, nous en thérapie, d'y être attentifs, vous d'en prendre aussi conscience, avec parfois chez certaines personnes, pas chez toutes, on parle de décalage dans le haut potentiel, on peut parler de décalage dans toute différence finalement. Dès qu'on se sent un peu différent des autres, quelle que soit la raison, un handicap par exemple, ou autre chose, ou une différence rare, on peut éprouver un sentiment de décalage. Les personnes qui sont sensibles, elles peuvent aussi éprouver ce sentiment de décalage en lien avec la sensibilité. Parce qu'elles ne vont pas reconnaître chez les autres leur façon de fonctionner et leur ressenti. Et du coup, elles vont avoir le sentiment qu'elles ne sont pas tout à fait comme les autres, qu'elles ne réagissent pas pareil. Et ça peut donner un sentiment effectivement d'étrangeté en lien avec l'autre. Alors, c'est important aussi de traiter les traumas. Alors, traiter les traumas, ça, on y est très attentifs, nous, en thérapie. Je parle de traumatisme, pourquoi ? Parce que les enfants sensibles, les autres ne sont pas toujours tendres avec. Surtout à un âge, alors je pense au collège notamment, qui est une période particulièrement difficile. Alors, difficile pour tout le monde, pas que pour les gens sensibles, mais peut-être particulièrement difficile aussi pour eux, parce que la sensibilité étant vue comme une fragilité ou une forme de faiblesse, elle peut être stigmatisée. Et donc vous avez des enfants qui se font harceler, effectivement, dans ces périodes scolaires-là. Pas que les enfants sensibles, évidemment, des enfants souvent un petit peu différents, en lien avec la sensibilité, non seulement parce que c'est différent, mais aussi parce que c'est connoté négativement, mais aussi parce qu'un enfant sensible, ça réagit plus fort. Donc c'est plus drôle, si vous voulez. Quand vous avez des enfants qui aiment bien les titiller, aller chercher la réaction, ça va renforcer le fait d'aller le chercher chez des enfants plus sensibles. Et donc, comme les enfants plus sensibles sont plus sensibles aux variations de l'environnement négatif, évidemment, ça fait une interaction pas sympa du tout, effectivement, sur la construction de soi. Donc ça, c'est important de les traiter, ou si vous en avez, de les faire traiter, éventuellement, en thérapie. Alors, c'est important d'accepter finalement sa sensibilité, quel que soit son degré, sans en faire pour autant une étiquette, c'est ce que je disais tout à l'heure, tout en restant souple par rapport à cette définition-là, sans s'enfermer dedans, d'explorer aussi les autres éléments de notre personnalité. Qu'est-ce qu'on peut être d'autre ? Comment est-ce qu'on peut se reconnaître dans d'autres traits de personnalité, dans d'autres valeurs, dans d'autres éléments qui sont importants pour nous, pour ne pas se figer dans quelque chose qui serait juste la sensibilité élevée ou l'hypersensibilité. Et puis de travailler à reconstruire une image plus positive de soi en explorant peut-être ce que la sensibilité nous permet de faire et pas seulement ses manques, les difficultés, les éléments négatifs. Donc, je vous parlais d'explorer les éléments positifs. Donc, la sensibilité élevée, c'est pas juste un facteur de risque ou des difficultés, c'est aussi dans certains contextes, une ressource. Et je dis souvent, et les gens parfois me regardent un petit peu étrangement quand je dis ça, c'est que quand on vient me voir en cabinet et qu'on me dit, voilà, moi je suis très sensible, j'aimerais bien ne plus être sensible, je dis, si c'est vraiment une sensibilité élevée liée à la personnalité, je ne sais pas si je vais pouvoir m'engager dans ce contrat-là. Je ne sais pas si on va pouvoir gommer la sensibilité. Mais il y a des fois cet espoir-là quand les gens viennent. Je leur dis, il va falloir qu'on fasse avec, qu'on fasse du mieux possible, mais en tout cas qu'on fasse avec. Et
et même, à terme, qu'on épanouisse votre sensibilité. Alors, ils me regardent, se demandant comment ils vont pouvoir épanouir quelque chose qui leur cause tant de tracas voilà, au quotidien. Mais si, finalement, parfois, plutôt que de chercher à corriger ou à supprimer ce qu'on est, le mieux, c'est aussi parfois de voir ce qu'on peut en tirer de meilleur. Et ça nécessite un changement un peu de paradigme ou de regard qui va permettre de vivre très différemment sa sensibilité. Donc, comment ça peut être une ressource ? Alors, tout d'abord, je vous parlais d'adaptation au changement ou de plus grande flexibilité. Si la sensibilité environnementale, c'est un trait qui est si présent, y compris parfois une intensité importante chez les individus, c'est probablement pas pour rien. C'est probablement parce qu'elle a été utile dans l'évolution. On peut penser par exemple aussi à l'anxiété. L'anxiété, c'est un autre trait dont on parle souvent, l'anxiété liée à la personnalité, comme quelque chose qui serait négatif. On le voit souvent de façon négative, alors qu'en fait, ça nous a sauvé la vie plein de fois. Et c'est pour ça qu'on est aussi anxieux et que la plupart des animaux sont aussi anxieux. Peut-être que la sensibilité, finalement, il faudrait qu'on la regarde un peu de la même façon. Se dire, oui, il y a des conséquences négatives pour l'individu, c'est pas confortable, mais peut-être que ça permet aussi, dans certains cas, une meilleure survie, d'être plus sensible aux éléments subtils, d'être plus flexible, plus perméable aux variations de l'environnement. Peut-être que finalement, ça nous permet de mieux nous adapter dans certains contextes, même si ce n'est pas toujours de façon confortable. Je vous parlais de la maman tout à l'heure qui percevait les moindres réactions de son enfant et qui était capable de détecter des fois des signes de maladie très très tôt. Ça peut être par exemple des exemples d'adaptation de la sensibilité à l'environnement à travers l'hypersensibilité d'une mère envers son enfant. Mais on peut le trouver dans d'autres domaines. J'ai envie de dire, quand vous êtes dans un entretien avec votre patron et qui vous dit d'un air très convenu « j'aime beaucoup ce que vous faites », avec une petite sonorité dans la voix ou quelque chose dans son expression émotionnelle qui est en complète contradiction avec ce qu'il vous dit, vous ferez attention à vous protéger dans votre travail. Voilà. Donc ça peut être aussi utile dans des environnements complexes où on fait avec les émotions de nos congénères et où des fois les signes subtils vont nous permettre d'adapter notre comportement. Donc ça, c'est important de le rappeler. C'est aussi, ça peut être un facteur d'adaptation, même si ce n'est pas quelque chose qui est confortable. À travers notamment les éléments de subtilité et aussi de plus grande lucidité relationnelle et émotionnelle qu'on va rencontrer chez les personnes sensibles. C'est pas toujours évident de voir ce que les autres ne voient pas, mais ça peut être très utile. Ensuite, souvent les personnes sensibles peuvent avoir une façon de vivre leur relation de manière un petit peu particulière. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une intensité plus importante dans la relation à l'autre, puisque c'est quelque chose qui mobilise beaucoup les liens d'attachement, mais aussi les émotions. Et ça va pouvoir donner des amitiés ou des histoires d'amour qui vont être souvent plus intenses, aussi plus proches, plus intimes, avec des partages plus importants. Alors, c'est une activité au risque, l'amour pour les personnes sensibles, puisque ça génère beaucoup plus d'émotions, donc on y met plus de soi, et donc on prend plus de risques, bien sûr, mais c'est aussi plus de sensations, on est d'accord. Et ça va pouvoir se retrouver dans les amitiés aussi, où très souvent, quand il y a un phénomène de lucidité importante, c'est-à-dire quand on est aligné aussi avec ce qu'on ressent, et qu'on peut le dire à l'autre, ou en tout cas le laisser transparaître, et que c'est la même chose chez la personne en face, ça peut donner des liens qui sont vraiment d'une grande intimité, et d'une grande authenticité. Et ça renforce aussi les relations et les liens, et ça peut être des choses qui sont de véritables ressources chez les personnes sensibles. Alors, les émotions, souvent on en a peur. En réalité, c'est très adaptatif, les émotions, et elles ont un pouvoir. Elles donnent des messages, les émotions. C'est-à-dire, ce sont des sources d'information, nos émotions. Même si elles sont ressenties de manière intense, il faut se rappeler que finalement, c'est notre façon aussi de nous adapter socialement et de pouvoir nous adapter aussi à notre environnement. Je vous parlais des compétences professionnelles. Ça, je ne reviens pas dessus, je vous ai parlé des psys, mais dans d'autres domaines, ça peut être une compétence professionnelle, que ce soit dans le domaine relationnel ou artistique. La sensibilité, ça peut vraiment permettre de faire des choses très intéressantes. Et puis, la sensibilité esthétique, bien sûr, qui fait partie intégrante de la sensibilité. La sensibilité esthétique, que ce soit à travers la sensibilité aux œuvres humaines, mais aussi chez ceux qui n'ont pas eu accès à l'art pour des raisons, on va dire, de milieux sociaux ou d'éducation, à la nature, tout simplement.
des gens qui sont très sensibles au spectacle de la nature, au fait de se retrouver au sein de la nature. C'est la fameuse petite fleur qui est tellement trop jolie quand elle s'épanouit et que la personne sensible est la seule à trouver ça merveilleux autour. Ça, c'est des cas typiques effectivement de sensibilité quotidienne. Ça, c'est des petits bonheurs. C'est important de les cultiver, bien sûr, parce que vous vous rendez bien compte que si vous êtes le seul à vous extasier devant la fleur, les autres ne ressentent pas la même chose. Mais ce que vous avez ressenti, c'est précieux. Et ça va vous éclairer pour la suite de la journée. Voilà. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Il y a des privilèges qui sont liés à la sensibilité aussi. Alors, le besoin de ressentir. Vous vous rappelez, avec la zone de stimulation optimale, en haut, vous aviez la surstimulation. Il fallait rester dans une zone qui soit plutôt acceptable. Mais en bas, vous aviez le fait d'être hypostimulé. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi s'ennuyer de ne pas avoir assez de sensations, de stimulation, qu'elles soient, on va dire, en quantité ou surtout en subtilité, en variété, en finesse. Et donc, les personnes sensibles vont pouvoir rechercher certains types de sensations, mais elles vont les cultiver d'une certaine façon et avoir une approche qui vont être esthétique presque de la sensation en elle-même. Donc ça, il y a aussi un besoin de ressentir et de s'épanouir. Je vais prendre la métaphore, on va dire, du musicien. Si vous le cantonnez à des airs de comptine, ça va le déprimer au bout d'un moment. Voilà. Si vous le laissez effectivement exercer sa sensibilité et avoir accès à un registre beaucoup plus large, beaucoup plus varié, beaucoup plus travaillé, là, vous allez pouvoir l'épanouir. C'est pareil pour la sensibilité. Il ne faut pas la mettre sous cloche non plus nécessairement. Une fois qu'on l'a contenue, apaisée, il faut lui laisser faire ses gammes et pouvoir ensuite explorer ce qu'elle est capable de nous faire ressentir et de nous enseigner aussi. Et puis, je sens que j'ai déjà bien avancé sur le temps, mais on va prendre encore un petit peu de temps pour la parentalité. On peut ? Oui. Je vais vous parler de sensibilité élevée et de parentalité, c'est-à-dire je vais vous donner quelques billes pour élever un enfant, entre parenthèses, très sensible. Voilà. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que beaucoup de nos enfants sont sensibles, après c'est une affaire de degré. Donc ce que je vais vous dire pour un enfant très sensible, c'est valable pour les autres enfants aussi, mais encore plus pour un enfant qui a une sensibilité élevée. Alors chez l'enfant, ça va se manifester un petit peu de la même manière que chez l'adulte, mais tout en gardant à l'esprit que le cerveau est beaucoup plus immature, que les capacités de régulation émotionnelle sont beaucoup moins beaucoup moins présentes. Plus il est jeune, plus il va être plutôt sujet à l'explosion, ou en tout cas à des difficultés de régulation émotionnelle. Et plus il va pouvoir être débordé par les éléments sensoriels. Alors bien sûr, ça, chez l'enfant, j'ai envie de dire, dès qu'il y aura du débordement émotionnel, on n'est pas forcément que dans de la sensibilité élevée. C'est des éléments qui vont pouvoir renvoyer à plein de choses. Et chez un enfant, on ne va pas forcément s'amuser, on va dire, à identifier de la sensibilité élevée tout de suite. C'est important de l'avoir à l'esprit, mais on n'est pas là pour faire un diagnostic, en tout cas pour repérer des choses. Les enfants sont très jeunes, ils sont encore en développement. Je vous parlais de traits de personnalité. La personnalité, on l'évalue souvent à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on parle de personnalité, une personnalité formée à peu près fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Donc c'est pour vous dire que dans l'enfance, on a encore beaucoup de variations liées aussi à l'influence de l'environnement. Donc il ne faut pas trop vite catégoriser les enfants et les mettre dans des cases, évidemment. Non, il faut rester prudent. Néanmoins, de toute façon, si vous repérez qu'il est plus sensible que les autres, ça peut être toujours aidant de l'avoir en tête. Alors, ça va se manifester comment ? Avec, on va retrouver la sensibilité sensorielle, la fameuse étiquette qui gratte, l'enfant qui supporte pas les pulls en laine, l'enfant qui va mettre les chaussettes plus bas parce qu'il veut pas que ce soit trop en contact avec la peau. Donc tous ces éléments-là, on va les retrouver. C'est l'enfant qui supporte pas le bruit à la cantine. Alors, d'accord, c'est très difficile pour tous les enfants le bruit à la cantine, mais encore plus, qui va s'en plaindre régulièrement. On va retrouver tous ces éléments-là. Alors bien sûr, sensibilité sensorielle. Chez l'enfant, ça peut renvoyer à d'autres éléments. Dans le TDAH, où vous avez des formes de sensibilité, dans l'autisme aussi. Donc voilà, il faut être prudent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'enfance, c'est encore un carrefour. Donc vous allez avoir des éléments liés à la sensibilité sensorielle, mais aussi des formes de finesse, des détections un petit peu subtiles aussi de stimulation, comme on va retrouver plus tard chez l'adulte. Vous avez une sensibilité, une réactivité émotionnelle qui, là, est particulièrement visible, souvent chez l'enfant, d'autant qu'à cet âge-là, on n'a pas des profils qui contrôlent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est souvent brut, donc il n'y a pas forcément de contrôle. Donc il va y avoir des phénomènes de contagion émotionnelle. Les enfants sont des éponges, ceux-là seront encore plus éponges, effectivement, que les autres au niveau émotionnel, avec une intensité importante et parfois une difficulté à calmer la crise émotionnelle, un peu plus que les autres.
des enfants parfois facilement émus, y compris devant les films, ou à des histoires qui vont les toucher, qui concernent les camarades. Parfois qui peuvent paraître un peu susceptibles, y compris très jeunes, qui vont voir quand le ton est un petit peu moqueur tout de suite, ou qui vont repérer un regard qui sera peut-être, qu'ils auront peut-être pas très bien perçu, ou qui aura une connotation soit un petit peu moqueuse. Donc ça, vous allez le retrouver aussi. Chez l'enfant, chez l'adulte aussi, une sensibilité à l'injustice qui peut être très forte. Vous allez avoir des enfants qui supportent pas qu'on abîme la nature, par exemple, qui vont avoir très tôt une conscience écologique, qui vont être très sensibles aux animaux aussi. Tous les enfants sont sensibles aux animaux, c'est une affaire de degré encore. Et une empathie assez prononcée, y compris pour des enfants très jeunes. Voilà. C'est des enfants souvent qui sont beaucoup plus sensibles au changement, qui mettent un peu plus de temps à accepter le changement, qu'il faut davantage préparer, avec une tendance un peu à l'anxiété, pas toujours, mais qui ont tendance à plus appréhender en tout cas les changements ou l'inconnu, parce que ça peut être source d'une menace sensorielle ou émotionnelle. Chez certains enfants, quand ils commencent un peu à domestiquer, j'ai envie de dire la sensibilité, on peut trouver une habileté émotionnelle et relationnelle. Vous avez l'impression que ce sont des enfants qui peuvent être assez matures pour leur âge, qui vont très tôt. C'est le gamin que vous n'êtes pas très bien, mais vous faites tout pour le cacher. Vous avez l'impression que vous avez réussi, vous êtes une bonne maman ou un bon papa, vous êtes là avec votre enfant. Puis là, il vous regarde et fait « Ça va, maman ?» Mince, voilà, ça marche pas avec eux. Donc ça peut être, Ça, ils sont très forts pour ça, effectivement, pour comprendre très tôt ce qui se passe un petit peu entre les adultes, ce qui va se passer entre les enfants. Et ils vont pouvoir vous sortir des réflexions qui sont très, très étonnantes pour leur âge et qui démontrent déjà d'une compréhension que peuvent avoir parfois certains adultes. Donc, c'est ce que je parlais, de la lucidité, effectivement, une certaine sagacité, y compris très jeune. Et puis, pour la plupart, vous avez une sensibilité esthétique et une créativité qui est aussi plus importante. Eux aussi, ils vont s'extasier devant la petite fleur, effectivement, très tôt, devant le papillon, devant tout ce qui peut leur donner. Ça va être, par exemple, des enfants qui vont être très attentifs au fait d'assortir les couleurs, ou qui vont faire Alors moi, je pense à un petit garçon notamment qui passait son temps avec beaucoup de créativité, de patience et de sens esthétique à décorer le sapin de Noël, mais alors avec une minutie. En choisissant très précisément les couleurs et en assortissant. Donc ça peut être ça que vous pouvez voir effectivement très tôt chez certains enfants, une sensibilité esthétique. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouve effectivement chez l'enfant. Comme d'habitude, c'est une affaire de degrés puisqu'on est sur un continuum. Et alors comment on fait quand on a un enfant très sensible ? Est-ce qu'on lui dit arrête de pleurer ? Est-ce qu'on lui dit ce genre de choses ? Est-ce qu'on crie plus fort que lui ? Est-ce qu'on essaye de l'endurcir ? Bon, évidemment non, vous avez compris. On va plutôt faire un peu différemment. Alors ça, ce que je vous dis, ça va être valable pour la plupart des enfants, mais encore plus pour ces enfants-là. C'est-à-dire qu'on va adapter un petit peu la réponse environnementale aux besoins et faire très attention au fait qu'ils vont être beaucoup plus sensibles aux réponses négatives que les autres, puisque sensibilité à l'environnement. Donc il va falloir y aller doucement, de ce côté-là. Alors quand je dis réponse négative, je ne parle pas de frapper les enfants, bien sûr, vous avez compris. Ça fait pas partie des méthodes pédagogiques qu'on préconise. C'est des réponses négatives. Ça peut être des punitions, le fait de reprendre l'enfant, le fait d'avoir un jugement négatif. Enfin, ce genre de réponse, on va dire, à connotation négative qu'on peut avoir avec l'enfant. Alors la plupart des enfants, c'est pas bon pour eux, pas très bon pour eux, on est d'accord, mais encore plus pour ces enfants-là. Donc la première chose, c'est contenir et rassurer. C'est-à-dire quand vous avez un enfant très sensible, ou même juste sensible, ou simplement un enfant qui est en crise émotionnelle, la plupart du temps, de toute façon, il ne maîtrise plus ce qui se passe. Donc crier plus fort, la plupart du temps, ça ne sert à rien. Voilà. On est d'accord, ça va juste augmenter la détresse et l'enfant va arriver encore plus loin dans le phénomène de non-maîtrise de la sensibilité. Et le fait de ne pas maîtriser ses émotions, ça peut lui faire très peur à l'enfant. C'est-à-dire de se sentir hors contrôle, ça peut être quelque chose qui est très angoissant pour lui. Et plus il est petit, plus il a besoin de l'aide de l'adulte pour contenir l'émotion, c'est-à-dire pour pouvoir faire rempart autour de sa sensibilité. Ça peut être un câlin, ça peut être contenir vraiment, mais ne pas être en tout cas dans la surenchère quand on sent qu'il y a de la détresse
Et vraiment se dire que, en fait, il faut l'aider à pouvoir contenir l'émotion parce que là, il est plus capable de la contenir tout seul. Hein. Et ce faisant, on lui transmettra ensuite de meilleures capacités de contrôle plus tard ou de gestion de ses émotions si on lui apprend effectivement à contenir et qu'on fait d'abord rempart effectivement autour de lui en lien à l'émotion. Alors ensuite, c'est important de transmettre des compétences émotionnelles. Bon là, il y a plein d'outils pour ça. Vous avez plein de livres sur les émotions, plein de supports que vous pouvez utiliser avec l'enfant pour l'aider à mettre des mots sur ce qu'il ressent, à comprendre ses émotions et du coup à en avoir aussi moins peur à partir du moment où il apprend à les identifier. Alors pourquoi c'est important ? D'abord pour le rassurer, ensuite parce que ces compétences-là, elles vont lui servir plus tard évidemment. Les émotions étant des signaux, c'est important de savoir ce qu'elles signifient et comment les utiliser ensuite au mieux. Donc ça, c'est très important de transmettre des compétences émotionnelles, soit en parlant avec lui, soit en se servant des supports comme les livres. Voilà, ne pas hésiter effectivement à discuter de ça avec son enfant, y compris assez jeune. Et puis, évidemment, alors la parentalité, c'est quand même un des sports les plus difficiles qui existent. Hein, voilà, c'est un sport de combat souvent. On dit, c'est vrai, ça nous met vraiment au défi, souvent de donner le meilleur de nous-mêmes et on n'est pas toujours très fiers, mais c'est normal, on n'est pas des parents parfaits. Bien sûr, c'est important quand on est parent d'être un modèle. Alors je vous dis ça en toute empathie et en toute bienveillance parce que j'ai conscience que voilà, on peut pas toujours être à la hauteur de ce qu'on aimerait, mais le plus possible de se dire que finalement l'enfant apprend par imitation, par imprégnation et contagion. La contagion émotionnelle est encore plus forte chez les enfants sensibles. Ça veut dire que vous pouvez utiliser vos émotions, en fait, avec votre enfant. C'est-à-dire, si vous travaillez sur vos propres émotions, vous allez pouvoir aider votre enfant à faire avec les siennes, en utilisant la contagion émotionnelle à l'inverse. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. En induisant aussi une émotion, rassurante, chez l'enfant. Donc c'est quelque chose qui peut être embêtant, la contagion émotionnelle, mais ça peut être aussi un super outil quand on va utiliser l'émotion pour être en lien avec l'enfant. Et puis être un modèle, c'est-à-dire c'est en acceptant notre sensibilité, en faisant avec, qu'on aidera l'enfant à se construire avec sa propre sensibilité, bien sûr. En lui donnant des modèles d'acceptation de soi aussi, et de prise en compte de ses besoins et de travail de l'émotion qu'il va pouvoir reproduire. Donc reconnaître la lucidité, c'est important. Si vous êtes sensible et que vous avez déjà entendu « mais non, tu te fais des idées », ou « c'est non, moi je n'ai pas remarqué ». Bon, ça, vous devez savoir que c'est très très désagréable d'entendre ça, effectivement, surtout si vous savez que c'est vrai, que vous avez raison, et qu'arrive quelques jours plus tard le fameux moment où tu vois qu'effectivement c'était ça, qui est le cas absolument classique en général, en lien avec sur les personnes sensibles. J'ai envie de vous dire, on ne le fait pas avec l'enfant non plus. C'est-à-dire s'il a vu quelque chose, je vous donnais l'exemple tout à l'heure de la maman ou le papa qui fait ce qu'il peut pour cacher tout ça, l'enfant qui dit ça va papa ou ça va maman, on lui dit pas mais non c'est rien, il y a rien. On ne va pas non plus lui raconter sa vie, bien sûr. Si c'est des histoires d'adultes, il ne s'agit pas de le prendre pour confident. Mais on peut lui dire, oui, effectivement, maman est un petit peu préoccupée à cause de quelque chose qui s'est passé au travail, mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave. On peut dire ça. On a reconnu qu'il avait vu. Voilà. Et après, on peut dire, oui, mais c'est aussi une histoire de grand. Ça, oui. Mais c'est important de reconnaître là où, effectivement, il a vu juste. Parce que ça l'aidera à prendre confiance en lui et dans ce qu'il ressent. Combien de personnes sensibles doutent en permanence de ce qu'elles perçoivent, alors que pourtant elles l'ont perçu, parce qu'on leur a dit combien de fois ça n'existe pas, alors que ça existait. Je ne vous parle pas des gens qui sont vraiment paranoïaques, ça arrive. Mais à la différence d'un paranoïaque, c'est que si on met quelqu'un d'autre sensible à côté, personne ne voit ce qui se passe. Si vous mettez une autre personne sensible, face à la même situation, en droit, elle perçoit la même chose, effectivement. Donc il y a de l'intersubjectivité qui est possible. Donc, c'est important de le reconnaître effectivement chez l'enfant aussi, tout en utilisant des mots adaptés à son âge en le laissant à la place où il doit être, c'est-à-dire celui d'être un être qui est protégé par l'adulte. Favoriser le partage, ça c'est valable pour beaucoup de différences, mais je vous parlais tout à l'heure des affinités relationnelles. J'ai envie de dire que ce qu'il y a peut-être de plus soulageant pour un enfant sensible, c'est aussi de rencontrer d'autres
personnes, d'autres enfants sensibles. C'est de pouvoir partager ce qu'on ressent avec les autres. D'où le fait parfois, alors c'est peut-être un petit peu caricatural, mais ça arrive souvent dans l'histoire, par exemple, des garçons, des petits garçons sensibles, où on dit moi je préférais jouer avec les filles finalement parce que certaines elles étaient plus sensibles ou ce qu'elles faisaient ça m'intéressait plus que ce que faisaient les garçons plutôt que d'aller jouer au foot dans la cour. Voilà, moi je préférais aller dessiner. Alors bien sûr que c'est pas aussi simple que ça. Vous avez des garçons sensibles, plus sensibles, des filles moins sensibles. C'est pas toujours une affaire de garçon ou de fille, mais vous allez pouvoir rencontrer ça dans l'histoire de certains enfants. Donc ça, vous pouvez le faire en aidant votre enfant à faire des activités qui sont en lien avec sa sensibilité, que ce soit des activités créatives ou des activités qui vont affiner un petit peu ses sens, de la musique par exemple. Ça va lui permettre de rencontrer aussi d'autres enfants et en plus d'explorer sa sensibilité. Voilà, donc, d'où le lien avec le fait de pouvoir lui permettre à ces jeunes finalement d'explorer des domaines où la sensibilité va être une ressource, que ce soit à travers la lecture, à travers d'autres médiations artistiques, à travers le lien à l'animal aussi, ça c'est un super support, la connexion avec la nature, enfin plein de choses que vous pouvez utiliser qui vont lui permettre d'expérimenter que sa sensibilité c'est aussi quelque chose de positif avec lequel il peut faire, créer, affiner ses perceptions, éprouver du plaisir. Voilà pour les conseils que je peux vous donner sur comment on élève un enfant très sensible. Et ça peut se passer bien, et même très bien. Je vous assure, c'est pas forcément un calvaire d'élever un enfant sensible, ça peut même être très agréable. Et puis, ils sont exposés un petit peu partout. C'est très, très joli d'ailleurs. Mais vous retrouverez, si vous voulez plus d'informations sur la sensibilité, voici les 2 ouvrages en développement personnel que j'ai écrits sur ce sujet. Le premier, il est plus ancien, Dompter votre hypersensibilité. C'est un petit format poche pour l'adulte, plutôt, effectivement, qui est plus vraiment développement personnel. Vous n'aurez pas forcément d'informations scientifiques dedans, mais plutôt un cheminement, avec la sensibilité. Et puis, le plus récent, c'est celui-là. Il est de l'année dernière, l'hypersensibilité plutôt en grand. Je vais un peu vite. Il est début février 2022. Donc il n'est pas encore de l'année dernière. Ma Bible de l'hypersensibilité, là pour le coup, c'est vraiment un état des lieux un petit peu de ce qu'on sait sur la sensibilité. Alors c'est facilement lisible pour autant, mais vous retrouverez des informations que vous avez eues là sur la présentation. Et puis plein d'exercices pratiques, tout un cheminement. Il y a des éléments sur la parentalité aussi. Il y a plein de témoignages. Il y a de la bibliographie scientifique pour ceux que ça intéresse. Il y a des professionnels dans la salle. Voilà, c'est un livre qui est conçu un peu pour un double public, à la fois pour des personnes qui veulent en savoir plus, qui sont concernées par la sensibilité, et aussi pour des professionnels qui voudraient accompagner des gens sensibles, parce qu'il y a plein d'exercices thérapeutiques dedans, qu'on peut reproduire également en cabinet. Je vous remercie pour votre attention.